chaîne Didaskalos Montanon, la chaîne des maîtres apprenants. Aujourd'hui, il y aura 2 vidéos. Donc là, c'est la première vidéo de la série parce que hier, il n'y a pas eu de vidéo. Donc on va se rattraper immédiatement. Hein, on charbonne, on charbonne. Alors, donc aujourd'hui, on va être sur Working with Media. Donc pour les gens qui débarquent sur la chaîne, allez voir les vidéos précédentes. Là, on est en train de faire le parcours full stack. Et voilà. Donc in these lecture videos, you will learn how to work with media assets like the audio and video elements, SVGs, how to optimize them and more. Donc dans ces vidéos, vous allez voir, dans ces vidéos de cours, vous allez apprendre comment travailler avec les assets, on peut dire actifs, mais là c'est pas dans ce sens-là, avec les outils de médias tels que audio et vidéo, les éléments audio et vidéo, et les SVG. SVG, c'est un format d'image, un format vectoriel. Et surtout que c'est un format vectoriel sur lequel on peut interagir avec le code. Mais là, on va pas le faire, je pense. Enfin, à moins qu'il nous fasse tout de suite le JavaScript. Voilà. Comme vous voyez, je l'ai pas fait, donc je vais le découvrir avec vous. Et voilà. Donc, what are replaced elements? What are some examples? Donc, quels sont les éléments remplacés et quelques exemples. Donc on est parti, on met les sous-titres comme d'habitude. Alors, moi je visionne les vidéos en x2, mais là avec vous on va le faire en x1. Hop. Allez, on va peut-être mettre x1.25, parce que quand même faut pas déconner non plus. Donc que sont les éléments remplacés et quelques exemples. Donc un élément remplacé est un élément dont le contenu est déterminé par une ressource externe, plutôt que par du CSS lui-même. Donc CSS ou Cascading Style Sheet, c'est-à-dire les feuilles de style en cascade, et ce qui ajoute du style aux pages web. Donc les éléments remplacés, l'exemple d'éléments remplacés, c'est image qu'on avait déjà vu. Vous avez besoin de mettre une source. Iframe, c'est quelque chose en fait, quand on veut partager une vidéo YouTube intégrée à une page web, c'est un iframe. Je rappelle pour ceux qui ne sont pas très bons en anglais que frame ça veut dire cadre. Donc c'est pour ça, par exemple là, ici sur cette page de FreeCodeCamp, la vidéo YouTube elle est encadrée. D'accord. On n'est pas sur le site YouTube. Si on voulait aller sur le site YouTube, il faudrait qu'on clique ici. Et là, si on clique là, on arriverait sur YouTube. Qui lui-même d'ailleurs, dans ce cas-là, est en format encadré. Là, c'est un format plus grand et ainsi de suite. Avec les éléments remplacés, vous pouvez contrôler la position ou l'affichage d'un élément. Mais votre CSS ne peut pas directement modifier le contenu de cet élément. Ce sera plus facile de l'expliquer avec quelques exemples. Voilà, donc là on a la balise image qu'on avait déjà vu, hein, avec src, donc source, qui dit à quel endroit on doit chercher l'image, et avec le alt qui est la description. Donc en ce sens, c'est que la balise image est remplacée par, par l'élément qui est le fichier qui est dans la source en fait. Donc le CSS peut contrôler la position de l'image ou appliquer un filtre, mais il ne peut pas modifier l'image. Donc un élément plus robuste serait le iframe. Donc iframe, qui cette fois n'est pas une balise orpheline, puisqu'il y a une balise ouvrante et une balise fermante. On a la source, pareil, hein, comme image. On a le titre. Et je pense qu'on peut mettre des trucs, c'est-à-dire écrire des trucs, par exemple, comme watch the video or read the transcript and answer below. Donc embed, c'est embarquer. Oui, voilà, c'est vrai que j'ai oublié les cartes. Souvent, vous avez des sites où vous avez un extrait de Google Maps. Et après, si vous voulez, vous pouvez l'agrandir. Donc c'est toujours pareil, le CSS contient la position, mais on ne peut pas modifier le contenu.
Donc s'il y avait un élément H1 à l'intérieur du contenu embarqué, le CSS pourrait pas modifier cet élément. Donc il y a d'autres éléments remplacés tels que les vidéos et embarqués. Donc certains éléments se comportent comme des éléments remplacés dans certains éléments, dans certaines circonstances. Le nom replaced element est très mauvais, je trouve. Donc voici un élément d'un input. Alors input, il faut savoir que c'est utilisé pour les formulaires, hein, parce que input, c'est de base lorsque on va saisir des choses, que ça peut être tapé au clavier ou que ça va être une boîte à cocher ou ce genre de choses. Donc là, on a input qui est de type image. J'ai jamais vu un input de type image, mais pourquoi pas. Et on a une source. Voilà, donc les autres inputs, comme le texte et l'email, qui sont les inputs plus classiques, ne sont pas considérés comme des replace elements. Bon, là cet exemple était un peu con parce qu'on n'a pas vu à quoi ça ressemblait quand c'est lu par le navigateur. Peu importe. Bon, alors, quel style peut être remplacé, peut être un élément remplacé. Donc qu'est-ce que vous pouvez styler, je sais pas trop, qu'est-ce que vous pouvez mettre en forme dans un élément remplacé. La position et l'affichage, c'est tout. What is a replaced element replaced with? Par quoi est remplacé un élément remplacé? Par un objet externe en fait. Et là il n'y a que le iframe. Bon, c'est un peu con parce que c'est des questions théoriques, c'est un peu débile. Là, FreeCodeCamp, il merde, avant c'était mieux. Attendez, je vais vérifier qu'on est en bonne vitesse, ouais. On va même mettre, hein, je pense que vous pouvez suivre, on va aller à 1.5. Ça mange pas de pain. Donc, que sont les façons habituelles d'optimiser les médias assets? Donc, il y a trois outils à considérer lorsqu'on utilise des médias, tels que les images sur la... Donc, la taille, le format et la compression. Donc, parlons de l'image et de la... Pardon, parlons de la taille de votre image en premier. Donc, quand vous construisez une page web, souvent vous cherchez à afficher les images dans une taille spécifique. Donc, par exemple, 640 par 480. 640 représente la largeur et 480 la hauteur. En pixels, il y a d'autres unités, on verra plus tard. Donc si vous avez une image qui est de 1920 par 1080 et que vous devez la mettre en forme de façon plus petite, vous demandez à votre utilisateur de télécharger des données qui sont non nécessaires. Donc une plus petite résolution entraîne une plus petite taille de fichier. Donc la chose suivante à considérer, c'est le format du fichier. Au passage, hein, la question de la taille, c'est aussi la question de la vitesse de chargement de votre page web. Hein. Donc les plus communes sont le PNG et le JPEG. Ce ne sont plus les formats idéaux pour les messages, à moins que vous ayez besoin du support des anciens navigateurs. Vous devriez utiliser un format plus optimal comme WebP et Avif. Vous voyez, je ne connaissais même pas ces deux formats. Et enfin, vous pouvez faire tourner des algorithmes de compression sur vos images.
Donc un algorithme de compression est utilisé pour réduire la taille de votre fichier. Donc il y a des options comme PNG Crush pour compresser vos images localement. Ou alors vous pouvez utiliser des outils de compression en ligne. Cependant, ça vaut le coup de noter qu'il y a des formats spécifiques de formats qui ne sont pas qui ne perdent pas d'informations en compression, comme le JPEG par exemple. Donc ça veut dire que si vous ne perdez pas de données originales, ben, vous pouvez reconstruire la forme originale. Ah d'accord, donc c'est l'inverse, il a dit que j'ai mal compris. Les JPEG, ça perd de l'information quand on les compresse. Donc si on les décompresse, on ne retrouvera pas l'image originale. Voilà, mais bon, ça encore une fois, c'est chiant, c'est très théorique. Alors comment est-ce que vous devriez gérer la taille de l'échelle ou la taille de vos images? Vos images doivent être plus petites que le rendu, vos images doivent être plus grandes que le rendu, vos images devraient avoir la même, ouais, la même. Qu'est-ce qui n'est pas un type d'image valide? C'est OTS, c'est le seul qui n'a pas été mentionné. Quel format devriez-vous jamais compresser? C'est JPEG. Voilà. Alors, quels sont les différents types d'images et les licences avec lesquelles vous pouvez travailler? Et comment elles fonctionnent? Donc, les licences, c'est la question de la propriété intellectuelle. Donc, il y a des formats qui sont protégés par copyright. Donc, le plus souvent qui appartiennent aux créateurs. Donc, ces images, elles ont le symbole du copyright. Tous les droits sont réservés aux créateurs. Ou à l'éditeur parfois. Donc ça veut dire que vous ne pouvez pas utiliser ces images pour votre page web. À moins que vous fassiez l'une de ces trois choses. Obtenir une permission écrite. Payer pour acheter une licence. Ou alors incorporer l'image dans une façon qui tombe sous le coup du fair use, c'est-à-dire l'usage, je ne sais pas comment on pourrait le traduire en français, l'usage autorisé on va dire. Le troisième point est plutôt compliqué parce que ça requiert que l'usage de l'image soit à la fois limité et transformé. Certains fair use pourraient être de la commenter ou de faire une revue d'art ou de créer une image pure. Certaines images peuvent être délivrées avec des licences permissives. Donc par exemple comme la Creative Commons License ou alors la BSD licence que FreeCodeCamp utilise. Ces images sont utilisables sont libres d'utilisation pour vos sites web, mais vous devez lire la licence pour comprendre les règles que vous devez suivre lorsque vous utilisez ces images. Par exemple, vous pouvez avoir besoin de faire pour votre website, pour votre site web, open source, donc à code ouvert. Ou alors vous n'êtes pas autorisé à modifier l'image de n'importe quelle façon. Finalement, certaines images sont libres, sont délivrées dans le domaine public et donc dans ce cas-là on peut faire ce qu'on veut. Donc Creative Commons 0 license sont dans le public domaine. La plupart des moteurs de recherche vous autoriseront à filtrer les résultats des images par style de licence.
Il y a aussi des sites web comme Pixabay et Unsplash qui, bah, par définition, offrent des images sans royalty. Alors, quelles sont les images? Bon, après, ils sont un peu à la rue parce que vous avez aujourd'hui des générateurs d'images, hein. Notamment Qwen, je vous montrerai qu'on peut générer des images avec Qwen. Donc si vous générez des images, vous n'avez plus vous emmerder avec les licences en fait. Quelle est la licence par défaut pour les images? Bah en fait c'est All Rights Reserved, hein. Quelle est la licence qui permet de travailler dans le public domaine? Bah, c'est Creative Commons 0. Comment est-ce que vous pouvez trouver des images qui vous autorisent à l'utiliser? Bah, on peut utiliser des sites comme Pixabay ou Unsplash. Bon là on a la pub, ils font chier. Bon, pendant qu'il y a la pub, je vais vous montrer Qwen rapidos. Si je veux créer une image, je clique sur générer une image et je fais, j'en sais rien moi, full stack developer. Voilà. Et voilà. Bon, il m'a fait à peu près la même image que celle que j'avais mis dans la miniature de ma première vidéo. Voilà. Bref. Alors là, c'est quoi? Alors, qu'est-ce que SVG et quand est-ce qu'on devrait l'utiliser? Donc d'abord, vous devez comprendre comment fonctionnent les images. Donc les PNG et JPEG, qu'est-ce qu'ils veulent dire par raster format? Je sais pas ce que c'est moi raster format. On va demander à ChatGPT. Traduit raster format en français. Parce que je comprends rien. Raster format, je sais pas ce que c'est. On va demander à Claude également. On va demander à DeepSeek. Ok, c'est quoi son problème à DeepSeek? On va demander à Google Gemini. On va demander à Mistral. On va demander à Perplexity. Perplexity. On va demander à Find. Et on va demander à Qwen. Ah ouais mais merde, on est en mode image. Ouais c'est marrant, il va nous faire une image en mode format machin. Bon, Find il est à la rue. Se traduit en français par format raster. Ouais d'accord. Merci Captain Obvious qui sert à rien. Format matriciel. Ah bah déjà c'est mieux. Ça fait référence au type de format d'image qui représente des données sous forme de gris ou de pixels. Voilà. Voilà. Ok. Attends, on va juste fermer cette page, on n'a pas besoin. Voilà. D'accord, ça veut dire que en fait, oui, c'est un tableau. Donc une matrice, hein, pour ceux qui ne savent pas, c'est un tableau de nombres. Et les nombres correspondent en fait à l'intensité de la couleur. Parce que les couleurs sont codées. Alors ça dépend si c'est codé en binaire ou si c'est codé en RGB, enfin, ou en hexa ou peu importe. Mais en tout cas, ça veut dire que c'est des petites cases. C'est les pixels. Et ouais, le mauvais côté des, euh, des images matricielles, c'est que, en fait, ils pourraient dire des images pixelisées, ce serait plus clair, hein, tout le monde comprendrait. C'est que ça se passe, ça marche pas bien au niveau de la modification de l'échelle, en fait. Vous avez déjà vu quand vous augmentez la résolution, vous voyez les pixels, la qualité de l'image diminue en fait. Attendez, parce qu'il y a un truc qu'il voulait dire ici. Voilà, c'est ça. Alors pixel based with the data tracking the color value. Voilà. Donc les SVG, c'est une différente type d'image. Et donc SVG, ça veut dire
Scalable Vector Graphic. Donc ça veut dire par défaut euh, des, euh, des graphiques vectoriels qui sont modifiables en taille, c'est-à-dire qu'on peut les agrandir ou les réduire. Donc des trackers de vecteurs graphiques, de graphiques de vecteurs sont basés sur des chemins et des équations pour dessiner les points et les droites et les courbes. Ce que ça signifie réellement qu'un SVG peut être modifié à n'importe quelle échelle sans impacter la qualité. Et donc ça a particulièrement le bénéfice de pouvoir être stocké en tant que données au format XML, qui est un format proche du HTML. Donc ça veut dire que vous pouvez l'utiliser directement dans votre code. Avec donc dans votre code HTML brut, avec l'élément SVG. Donc ça veut dire que vous pouvez changer programmatiquement la couleur. Donc quand est-ce que vous voulez utiliser un SVG? un, un- un bon, un bon cas d'usage, c'est lorsque vous avez des icônes. Donc si vous voulez créer votre propre liste à puces ou ajouter des icônes dans vos liens pour représenter vos plateformes de médias sociaux, utiliser les SVG est la meilleure approche. Donc l'une des bibliothèques d'icônes les plus populaires, c'est Font Awesome, qui veut dire littéralement les polices géniales. Utilise les images SVG pour les icônes. Elles sont aussi bien géniales pour les logos de pages web, parce qu'elles s'adaptent parfaitement à la taille, quelle que soit la taille de l'écran. Alors, qu'est-ce qu'une raster image? C'est une image avec des chemins. Non, ça c'est les SVG, c'est une image avec des pixels. Qu'est-ce qu'une image de vecteur? C'est celle avec les lignes, les chemins et les points et les courbes. Comment est-ce que il stocke comme du XML? Allez hop, parce que ça me saoule là, ces vidéos théoriques à la con. Donc qu'est-ce que les éléments audio et vidéo? Donc bon, bah, c'est assez, comme diraient les Américains, straightforward, c'est assez clair. Audio, ça c'est pour de l'audio et vidéo, c'est pour la vidéo. Bon, voilà. Pas besoin de faire une vidéo pour ça quand même. Donc là, c'est les formats audio. Donc vous connaissez forcément MP3. Si vous êtes sous Windows, vous connaissez Wave. Et celui que vous connaissez peut-être moins, c'est OGG, alors qu'en fait, c'est le meilleur parce que c'est le format qui est open source. Sur Wikipédia, par exemple, quand il y a des pages où il y a où il y a des audios, ils utilisent le format OGG. Pour les vidéos, bah, vous connaissez forcément MP4 et OGG, on voit que c'est aussi un format pour la vidéo. Et WebM, je me rappelle plus. Donc avec l'élément audio, ben, on retrouve les mêmes histoires, c'est-à-dire qu'il faut mettre la source. Et voilà. Donc des attributs contrôle vont permettre de, de choisir le volume, la vitesse peut-être. Voilà, c'est ça qui fait apparaître ce truc-là.
Donc il y a l'attribut loop qui permet de faire, c'est l'autoplay pour que ça tourne en boucle en fait. Ou s'il y a une playlist, ce genre de choses. Donc mute attribute, c'est pour que justement, parce que la plupart des gens n'aiment pas quand ils arrivent sur un site web et que tout de suite il y a de la musique qui se charge. Donc mute attribute, ça la met ça la met en mute, c'est-à-dire ça la met en muet quoi. Ce qui fait que c'est l'utilisateur qui va décider s'il veut écouter le son ou pas. Ce qui permet d'éviter la mauvaise surprise d'avoir d'un coup du son alors qu'on est dans un endroit où on préfère rester silencieux, ce genre de choses. Et on va avoir les mêmes choses pour la vidéo. Hein. Donc là, il y a des soucis parce que tous les navigateurs ne sont pas compatibles avec tous les formats. Donc, ce qu'il y a, c'est qu'ils recommandent d'avoir les sources sous plusieurs formats, comme ça, forcément, vu que ce sont je crois, les seuls formats autorisés sur le web, il y a forcément un de ces formats qui sera lisible par le navigateur. Voilà, donc il va tester si le premier format il fonctionne, si ça ne fonctionne pas, il testera le deuxième, si ça ne fonctionne pas, il testera le troisième. Donc on retrouve la même chose pour vidéo, hein, c'est les mêmes choses. Alors poster attribute, c'est je pense pour mettre une vignette sur la vidéo. Voilà, donc il y avait une image avant qu'on appuie sur play, et quand on appuie sur play, il y a la vidéo qui tourne. Et il a mis l'attribut width pour choisir la largeur en fait de l'image. Voilà. Alors, quel est l'attribut qui permet de faire mute? C'est muted. Voilà. Quel est l'attribut qui permet de faire pause? C'est control. Quel est l'attribut? Quel est le but de poster? C'est d'afficher une image alors que la vidéo est en train de charger. Voilà. Ouais, on a presque fini, on va passer aux travaux pratiques parce que franchement cette partie-là c'est relou, hein, accrochez-vous si vous le faites chez vous. Hein. Donc comment embarquer les vidéos sur votre page en utilisant les éléments iframe. Donc iframe ça veut dire inline frame, ça veut dire cadre en ligne. Alors ça c'est important parce que il y a deux types de balises en HTML, il y a les inline element et box element. Non, je dis box, c'est block element. Donc par exemple un titre c'est un inline element. Un paragraphe c'est un inline element. Oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. C'est que ça peut être effectivement une carte, une vidéo ou même une autre page web. On peut incruster une page web à l'intérieur d'une page web. Donc on a toujours les mêmes éléments, donc la source de ce qu'on va incruster, la largeur, la hauteur. Et on peut autoriser le full screen, comme vous voyez ici par exemple, le plein écran quand vous avez des vidéos embarquées comme ça.
Voilà. Mais en fait, normalement, je vais aller ici pour vous montrer. Si vous êtes sur n'importe quelle vidéo YouTube, quand vous faites partager, vous avez intégré. Si votre navigateur est en français, s'il est en anglais, ce sera marqué iframe. Et quand vous faites ça, vous voyez, vous avez le iframe avec des valeurs par défaut, mais qu'une fois que vous le mettez dans votre code, vous pouvez changer en fait. Et c'est ça qu'il disait. Il disait que en fait, la partie la plus importante, c'est la partie qui est ici, où en fait, simplement, merde, la partie qui est ici, voilà, où en fait, simplement, putain, c'est chiant, c'est qu'il y a le embed qui a été rajouté. Si vous regardez, putain, si vous regardez l'URL normal, c'est YouTube, blablabla, ce truc-là. Et en fait, ici, quand dans le iframe, il y a le embed qui a été rajouté avant le i0. Donc en fait, si vous avez déjà la structure classique, iframe, machin bidule, vous pouvez juste, parce que quand vous faites ça, c'est la même chose que quand vous faites ça. Alors après, vous pouvez rajouter ça si vous voulez que ça démarre à une certaine valeur. Donc ça va rajouter, si on le met là, voilà, vous voyez, ça a rajouté ce petit truc là. Et vous pourriez rajouter le embed pour que ça soit embarqué et que ça commence exactement à cette valeur là. Voilà. Bref. Voilà, c'est pour ça qu'il donne l'astuce avec le embed. Ah ouais, ça je savais pas. Donc on peut mettre un élément HTML simplement, mais dans ce cas-là, il faut mettre src doc. Ok. Bon, alors, donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire inline frame. Voilà. Qu'est-ce que l'attribut, quel attribut iframe spécifie l'emplacement de là où vous devez, voilà, donc c'est src, voilà. Quel est l'attribut de iframe que vous pouvez utiliser au lieu de src si vous voulez embarquer directement HTML? C'est src doc, c'est le dernier qu'il a montré. Voilà, youpi, on est content. Allez hop, ça dégage parce que ça m'a saoulé. Allez, on va au lab et on va au lab et on va créer un truc. Alors là, ils ont été entre guillemets gentils, ils nous ont mis le squelette. Enfin, ils ont mis un boilerplate à 2 balles, hein, comme vous avez vu dans la vidéo précédente, les boilerplates. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va créer une compilation de vidéo, une page de compilation vidéo. Alors on va regarder à quoi ça va ressembler le projet final. Ah oui, c'est vrai, dans l'ancienne version, en fait, il nous faisait un autre onglet, là, c'est juste une petite image qui apparaît. Bon, voilà. Bon, en gros, hein, comme d'hab, on va avoir un titre H1 ici, voilà, qu'on va tout de suite copier. Après, on retrouve notre ami Ania Krobowska ou Krabov ou je sais plus quoi. Je sais plus comment c'est son nom de famille, enfin notre amie polonaise, voilà. On a un petit paragraphe ici, là ça doit être en H2, on a un petit paragraphe ici, et boum, on a la vidéo embarquée. Donc ici, bim bam boum, dans le body, on a H1, et ça va être le truc qui était là. Ah, avant ça, merde, il faut mettre un main, d'accord. You should have a main element as the only child of the body. D'accord, donc on met un main, voilà. Donc ça c'est les balises sémantiques, hein, si vous vous rappelez. Voilà. On met le H1 et le H1 c'est très certainement ce machin là. Voilà, après vous mettez un H1, blablabla. Donc on va tout de suite, ce que vous vous rappelez, hein, il faut toujours compiler au fur et à mesure. Donc on a bien notre main, voilà, on a bien notre... Bon, je sais pas pourquoi ils disent 2 fois le main, voilà, on a notre H1 qui est à l'intérieur du main, mais notre H1 il doit avoir un paragraphe. You should have a paragraph introducing the topic below le H1, ouais, donc ça, il n'y a pas de problème. Below, on va mettre un paragraphe. Voilà, donc on va aller récupérer le paragraphe qui est là. Voilà. On ferme ça. On met notre paragraphe ici. Voilà. On refait ici. Et ils nous disent, ben, c'est bon, on est bon. Maintenant, vous devez avoir 3 sections d'éléments sous votre paragraphe. Donc, donc on va faire 3 sections. Voilà. La première section, elle doit commencer avec un H2. Donc on va mettre un H2. H2, voilà. Donc le H2, ça va être très certainement
le truc qui est là, voilà. Voilà, each section doit avoir un H2. Each section element should start with a H2 element that serves as a title for that section. Ok, donc on va avoir 3 H2, je n'ai pas capté qu'il y en ait 3. Mais pourquoi pas. Alors on va revoir le machin. Là faut qu'il m'explique. Ah, j'avais pas vu, d'accord, d'accord, d'accord. Ok, CSS et JavaScript, d'accord. Là d'un coup, on comprend mieux. Parce que je trouvais ça un petit peu bizarre. Voilà, HTML et JavaScript. Voilà. Hop. Voilà, donc là, si on est... Je pense qu'on est bon. Ah, et chaque section doit avoir un P élément. Bon, tant qu'à faire, autant... Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est... Voilà. On va mettre l'élément P ici. On va le faire pour tous. Comme ça sera fait. Voilà. Et on va aller récupérer les 3 paragraphes. Voilà. Donc là, on met ça ici. On met ça, oups, ici. Alors où qu'il est là. Hop. Voilà. Et on met ça là. Ok, il est là. Voilà, donc là, normalement, on est bon. Allez, hop, c'est parti. Voilà, donc on est good, blablabla, section c'est nickel, section c'est nickel, section c'est nickel. Maintenant, each section should have a iframe. Donc ben, maintenant, il faut mettre le iframe. Donc, iframe, voilà. Voilà, donc là, ici, voilà. Et pourquoi j'en ai que 2 là? Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Oui, voilà. Voilà, et donc maintenant dans les iframes on doit avoir ouais, si je ne m'abuse c'est dans les attributs tous ces trucs là. Donc c'est là il faut avoir un title. Alors, attendez, est-ce que j'ai un... Alors, attends, est-ce qu'on peut récupérer? Est-ce qu'on peut aller les voir? Voir sur YouTube, yes. Est-ce que en fait ce qu'on peut faire, parce que c'est saoulant d'écrire ces trucs à la con, donc on peut faire directement ça, voilà, copier, merci. Et en fait on peut le mettre directement ici. Est-ce qu'on est sur le premier? Ouais. Boum. Et là on a tout. Bah oui, on va pas se faire chier en fait, hein. Ça n'a aucun intérêt de s'emmerder à le faire à la main, alors que YouTube le fait gratos pour nous. Faut pas être con les gars. Il faut vraiment pas être con, il faut utiliser Internet pour bâtir des sites Internet. Ça me paraît la base. La base. La base, la base, la base. Hein, le but c'est pas de réinventer la roue. Non merde, 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 merde. Iframe. 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 Ça dégage. Iframe. On va voir, parce qu'après, s'il spécifie des trucs pour vraiment nous faire checker les machins, et ben voilà, boum, ça y est, c'est embarqué, c'est posé. Bon ben voilà, vous avez vu, ça marche, ça nique tout. Comme d'habitude, on va download la page, on va sortir notre ami, comment il s'appelle, VS Code. Voilà. Ce que je vais faire d'ailleurs au passage, je vais demander à ChatGPT comment est-ce qu'on fait une GitHub page et on va mettre ça sur GitHub. Alors juste ça, je me rappelle plus comment il s'appelle le projet. Bah, build a compilation page, voilà.
Donc là, qu'est-ce qu'on a? On a là, donc même qu'à dire build compilation. Oh, on va enlever le compilation. C'était quoi? Video compilation. Voilà. Video compilation page. Voilà. On va là-dedans. Build vidéo. Voilà. Code. Point. Voilà. Voilà. On ferme l'autre. Alors, est-ce qu'il est. C'est quoi cette merde? Pourquoi est-ce que. Ah oui, voilà. Je le voyais pas. Voilà. Donc ça, oui, voilà, machin. Ok. Donc là, on est là. Voilà. On crée notre fichier index.html. Voilà. Et on balance notre code. Voilà. Et comme d'hab, on va aller tester notre code en faisant copy paf. Paf le chien. Et voilà. Et voilà, on a les mêmes trucs. Nickel. Ok. Ici, donc on est content, submit et passer au truc suivant. Et ce qu'on va faire, c'est que on va demander à ChatGPT comment héberger mes pages web sur GitHub page. Voilà. Voilà, on va demander à Claude également. On va demander à ce truc là. On va demander à ce truc là. On va demander à ce truc là. Bon, et Perplexity il est flemmard donc il m'a saoulé. Voilà, du coup ce qu'on va faire c'est que on va créer un compte GitHub parce que je crois que j'ai pas de compte GitHub. Là c'est Unsplash. On a les images. On va aller sur github.com et on va mettre sign up for GitHub. Alors votre Didaskalos Montanon, je me rappelle plus trop comment est-ce que ça s'écrit. Donc je peux aller sur ma. Voilà. Mais comment ça se fait que je reçois ces merdes là alors que je suis en unsubscribe? Unsubscribe. Voilà. Dégagez-moi tout ça. Je vais juste garder les Freaking Camp. Voilà, Patrick Collins, parce que après je vais vous montrer le Web 3. Mais avant de maîtriser le Web 3, il faut maîtriser le Web 2, hein, ça me paraît la base. Google Gemini on garde, Quincy on garde, Mistral on garde, Anthropic on garde, Mistral on garde, et Patrick Collins on garde. Tout le reste, poubelle. Voilà, donc on va prendre, bah, tiens, on va prendre un free code camp qui m'a écrit à moi. À moi, c'est didaskalosmontanon@gmail.com. Voilà. On vient là. Voilà. Password. Bah, je vais pas vous dire quel est mon password, hein, les gars. Voilà, username Didaskalos. Kalos Montanon. Ok, pas d'espace, bah on le met comme ça. Et tu fermes ta gueule. À un moment donné, il faut être un peu autoritaire et, dire aux gens de fermer leur gueule. Énigme visuelle, ok. Utilisez les flèches pour orienter l'objet dans la direction indiquée. Faites correspondre cet angle. Faites correspondre cet angle, j'ai pas compris là. Ah d'accord. Vous avez prouvé que vous êtes un humain. Ouais, ça va, je suis pas trop teubé. Alors, on va voir, ils ont dû m'envoyer un code, voilà. C'est le code GitHub. Voilà. Et donc là, on fait ça. Et donc maintenant, normalement, votre compte a été créé. Donc maintenant, on peut sign in. Sign in. Voilà, donc là, on remet Didaskalos Montanon. Hop. Didaskalos Montanon. On met le mot de passe. Voilà.
Donc là on est bon, maintenant on va suivre les instructions de ChatGPT. Alors, créez un dépôt GitHub. Connectez-vous à votre compte GitHub, créez un nouveau dépôt. Donc, on fait ici plus, New Repository, Repository Name. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va lister, on va mettre tous les projets. Hein. Donc, pour l'instant, on a combien de projets? On en a 3. Et si je me rappelle bien, le premier, c'était la recette de cuisine. Donc, le premier, on va l'appeler Recipe Page. Recipe Page. Voilà. On laisse tout en public pour que ça soit gratos. Donc Create Repository. Voilà. Initialiser avec un readme, ça c'est optionnel. Ensuite, cloner le dépôt sur votre machine. Où est-ce qu'on est? J'ai perdu la page GitHub, bordel. Elle est là. On va mettre ça ici. Ah mais en fait, il y a les instructions ici. Create a new repository on the command line. Or push. On va faire ça. On se met dans build machin. Recipe, voilà. The extension GitHub wants to sign using allow. Ah ouais, mais putain, c'est vrai que mon navigateur par défaut c'est autre chose. Donc attendez, on va revenir là. Et on va mettre ça comme par défaut. Navigateur par défaut. Voilà. J'utilise ça au lieu de Brave. Voilà. Du coup, voilà, donc c'est bon. Donc du coup, je reviens là. Du coup, merde, je reviens là. You have to finish authorization, etc. GitHub would like to try a different way. Local server, no. Merde, j'aurais dû faire ça avant. Ah, là, c'est un peu con. Est-ce que je peux annuler la commande? Ouais. Voilà. Voilà. Voilà, donc là, Didascalos, continue. Authorize Visual Code Studio, yes. Ben, connard, je suis déjà avec Visual Studio Code. Ok, donc normalement, si je clique là et que je recharge la page, voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, activer. Donc dans la partie, allez sur votre dépôt GitHub, ouvrez les paramètres. C'est où qu'il y a les paramètres? Settings. Voilà. Ensuite, vous allez dans la partie, dans la section page. Page, c'est là. Sélectionnez main. Il n'y a pas de main en fait. Il dit de la merde. Assurez-vous que votre dépôt est public. Vous pouvez aussi héberger une branche GitHub page. Voilà. Bah oui, plus de détails. Putain, il est con lui. Qu'est-ce qu'il nous dit? Sous source, sélectionnez la branche. Pourquoi je vois pas source?
Oh, attendez, parce que là, je comprends pas ce qui se passe. Voilà, normalement j'ai qu'un seul repository, c'est celui-là. Ah oui, mais parce qu'il y a un truc qui manque en fait. Ajoutez vos fichiers. Parce que qu'est-ce qu'on a écrit comme commande là? Git status. Git add. Git status. Voilà. Et ensuite on doit faire git push. Voilà, git commit. Voilà. Et ensuite git push origin main. Voilà, et donc normalement, si je reviens là et que je recharge la page, pourquoi je vois rien? Voilà, il y a le fichier HTML. Voilà, donc ça c'était le code qu'on avait fait, très bien. Donc maintenant si on revient sur... où est-ce que c'est ce bordel je vois pas settings, c'est quoi ces conneries? Non, pas pilote, font chier, c'est mal fichu ce truc. Non, c'est... Ah oui, voilà, settings c'est là. On revient sur page. Voilà, donc là normalement on a ça. Donc on est là. On a pushé, etc. On est allé dans settings, on est allé dans page et sous source, on doit voir main ou... pourquoi je vois pas source? Je suis bigleux ou quoi? GitHub page is designed to your personal project. Oui, bah c'est exactement ce qu'on est en train de faire. Branch, bon, on va dire main. Voilà. GitHub page is currently disabled. Select a source below to enable it. Learn more about configuring. Ah ouais, parce que j'ai pas choisi la source. Merde. Configuration d'une source de publication pour votre vous pouvez configurer pour qu'il soit publié. Les modifications sont poussées vers une branche spécifique qui peut utiliser cette fonctionnalité. Ouais, c'est à moitié traduit, j'aime pas ça. C'est tout en anglais et voilà, parce que là c'est foireux. À propos de la source de publication d'une branche, publication à partir d'une branche, assurez-vous que vous êtes sur la branche que vous souhaitez utiliser. Accéder sous le nom de dépôt, blablabla. Dans génération de déploiement, utilisez le menu déroulant en branche et sélectionnez une source, ok. Si vous le souhaitez, utilisez le menu déroulant des dossiers pour sélectionner un dossier de votre source. Et ensuite, cliquez sur enregistrer. D'accord. Du coup, j'aimerais bien revenir sur là où j'étais. Main. Voilà. On va mettre save comme ça. GitHub page source. D'accord, mais du coup, où est le nom de la page? Qu'est-ce qu'il y a dans le doc? Non, c'est route. Oui, ils font ça, on s'en bat les couilles. Cliquez sur Save. Et une fois que vous êtes activé, votre page sera disponible à l'adresse. Ouais, mais ça, normalement, GitHub Page, il devrait me le dire.
C'est ça qui est relou, c'est qu'ils me le disent pas. Code. Document, GitHub page. Le nom de la page c'est recipe. Donc a priori, si j'applique ce truc là, je devrais remplacer, je vais mettre ça ici, et je devrais remplacer nom d'utilisateur par, ah ouais putain, en plus mon nom d'utilisateur c'est Didaskalos Montanon. Est-ce que ça marche si je fais ça? Non, ça marche pas. Peut-être faudrait que je rajoute slash build. Comment est-ce que je l'avais appelé d'ailleurs ce truc? Je l'avais appelé recipe page. Donc slash recipe page. Voilà. Voilà. Donc ça marche. Donc je vous mettrai dans la description ce lien, comme ça pour aller voir mon code. Voilà. Ben, c'est tout pour cette vidéo et je vous dis tout de suite dans la prochaine vidéo.